Élèves, alors on continue aujourd'hui le chapitre sur la Révolution française et l'Empire. Et on va commencer par corriger l'exercice que vous aviez à faire pendant les vacances. Alors on va rapidement présenter le document. Donc il s'agit en fait ici d'une gravure qui date de 1801. Donc l'auteur en fait est anonyme, donc c'est indiqué ici. Le titre de la gravure c'est Liberté des cultes maintenue par le gouvernement et elle est conservée aujourd'hui au musée Carnavalet qui se trouve à Paris. Le titre de ce document c'est Liberté, égalité des cultes. Donc là c'est le titre que j'ai donné moi-même à ce document et donc ça c'est le titre de l'époque. Euh, Petit C, quelle était la situation des religions en France avant la date du document, donc avant 1801. Il n'existait en fait en France qu'une seule religion officielle pendant la monarchie absolue. Pendant la Révolution, en fait, il existe de très très fortes tensions concernant la question religieuse. Petit D, il fallait montrer en fait le pape, donc il est juste là, et un prêtre chrétien. Donc vous avez ici un pasteur protestant, on peut voir aussi un prêtre chinois, vous avez un musulman, vous avez un rabbin, donc qui est l'équivalent des prêtres pour les juifs, et on peut voir ici Napoléon qui montre à toutes ces personnes ce qu'on appelle en fait le triangle de l'égalité. Donc que signifie ce document? Il signifie que tous les cultes sont considérés comme égaux. En fait, Napoléon Bonaparte rétablit une liberté totale des cultes. Donc on peut être musulman, on peut être protestant, on peut être catholique, on peut être juif par exemple. Par contre, le catholicisme est reconnu comme la religion de la majorité des Français. Mais attention, ce n'est pas un culte officiel. Toutes les religions sont acceptées et tolérées. Aucune n'est considérée comme dominante. Simplement, on dit que les Français sont majoritairement catholiques. Alors on pourrait pourquoi il fait ça? Pourquoi Napoléon donc a en fait prend cette décision en 1801? En fait, après 1799, il fallait absolument régler la question religieuse qui avait envenimé toute la décennie précédente. Donc c'est vraiment une priorité pour Napoléon Bonaparte. Il veut absolument rétablir la paix religieuse entre les Français, donc apaiser en fait les conflits. Donc c'est pour ça qu'il fixe par un texte qu'on appelle le Concordat et qui établit en 1801 les rapports entre les différentes religions et l'État. Donc je répète, la liberté religieuse et l'égalité en droit entre tous les croyants. Il vous reste maintenant à noter ce qu'on vient de dire dans le cahier. Donc c'est ici le Concordat en 1801, la liberté religieuse et l'égalité des droits entre tous les croyants sont affirmés. Donc on fait un bilan de ce qu'on vient de dire. Pendant le Consulat et l'Empire, Napoléon Bonaparte transforme la France en poursuivant les acquis de la Révolution, mais en même temps il revient sur certains apports de la Révolution, par exemple, il censure la presse. Sur votre frise chronologique, vous pouvez écrire ici donc la création des préfets, le concordat, la création des lycées, le code civil. Et on continue avec le grand C qui s'appelle la domination française en Europe et la chute de l'Empire. On va d'abord voir la domination française et ses contestations. Donc pour ça, vous aviez le document 3 pages 61. Donc il était aussi envoyé sur la pièce jointe un exercice que vous aviez à faire. Donc vous pouvez d'abord commencer par décrire l'étendue de la France en 1811. Alors d'après la carte, à son apogée en 1811, l'Empire français compte 130 départements, ce qui est énorme, hein, et plus de 44 millions de sujets. On voit bien ensuite, si on regarde donc toujours la carte, hein, que par rapport à 1792, les frontières du territoire français se sont agrandies. Alors en fait, pourquoi elles se sont agrandies? Tout simplement parce que Napoléon a remporté plusieurs victoires en Europe. Donc plusieurs victoires comme par exemple Austerlitz ou encore Iéna, pardon, je vais trop vite, ou encore Iéna. Donc en effet, de 1803 à 1818, c'est l'époque de ce qu'on appelle les guerres napoléoniennes. Et ces conflits permettent à Napoléon de conquérir la majeure partie de l'Europe continentale. Portée à son extension continentale maximale, la France comptera alors 134 départements. Donc il y a des villes comme Rome, il y a des villes comme Hambourg, Barcelone, Amsterdam, qui deviennent des chefs-lieux de départements français. Et donc c'est la Grande Armée, donc l'armée de Napoléon, qui est l'actrice de ces guerres. Alors, on peut citer des royaumes qui sont sous domination française. Donc, il y a le royaume d'Espagne, il y a ce qu'on appelle la Confédération du Rhin, il y a la Suisse, il y a le royaume d'Italie et le royaume de Naples. Et dans tous les pays qu'elle domine, la France met en place les réformes
qui avaient déjà été faites auparavant en France. Exemple, le code civil est alors traduit et appliqué dans plusieurs de ces royaumes, comme par exemple en Italie ou même en Allemagne. Mais en même temps, les armées d'occupation donc françaises pillent les pays qu'elles occupent. Autre exemple, la Confédération du Rhin fournit à la France des soldats et des impôts. Et en 1807, Napoléon renverse la dynastie au pouvoir et installe sur le trône d'Espagne son frère Joseph. Alors, problème, comment réagissent les populations? Les populations espagnoles se révoltent, donc je rappelle, suite à l'installation sur le trône d'Espagne du frère de Napoléon Bonaparte qui s'appelle Joseph. Donc, elles se révoltent. Le 2 mai 1808, c'est la révolte de Madrid contre les troupes françaises. Le peuple espagnol s'oppose aux troupes françaises et cherche à défendre sa liberté. Les habitants de Madrid se soulèvent, la foule madrilène s'en prend aux troupes de Murat, qui représente à Madrid l'empereur des Français. Donc vous avez ici un tableau peint par Goya qui vous représente donc ce fameux 2 mai 1808 et donc cette fameuse révolte des habitants de Madrid, donc des Madrilènes, contre les troupes françaises. Mais ensuite, comment réagissent les Français? Donc c'est l'exercice que vous aviez à me rendre avant les vacances, toujours. Alors, la nature du document, c'est quoi ici? Donc c'est une peinture, c'est une huile sur toile qui s'appelle El 13 de Mayo, donc le 3 mai en français. Donc je répète, on parle bien du 3 mai 1808. Donc c'est un tableau, une huile sur toile qui a été peinte par Goya. En 1808, Goya, c'est le peintre officiel de la cour d'Espagne. Et c'est un tableau qui est conservé à Madrid, au musée du Prado. C'est un peu comme le Louvre en fait en France. Attention, Goya ici a peint ce tableau en 1814, mais je répète qu'il représente un événement qui a eu lieu en 1808. Ce tableau fait donc allusion au 3 mai 1808, lorsque les troupes napoléoniennes répriment les insurgés madrilènes. Alors, on peut en fait séparer le tableau en deux parties, donc en tirant un trait qui passerait là un peu comme une diagonale. On a d'un côté donc des soldats français et de l'autre des civils espagnols, donc je répète, le groupe des insurgés madrilènes. Alors on va décrire en fait chacune des deux parties. À gauche, on voit aussi des corps qui jonchent le sol. On voit là un homme qui porte une chemise blanche, il le tient ses bras, en fait, il fait le signe de la croix, le signe de la croix. Au milieu, là, on voit en fait une file de condamnés, des hommes qui s'apprêtent à être fusillés, ils se tiennent la tête. Alors, eux, c'est qui? Donc, c'est ce que j'ai dit avant, donc ce sont les insurgés espagnols, les insurgés madrilènes. Et pourquoi, en fait, ce personnage ici porte les bras en croix? En fait, il rappelle le Christ par sa posture. Donc, ce personnage est alors le symbole du martyr pour la liberté du peuple espagnol. Un martyr, c'est quoi? C'est une personne qui va en fait jusqu'à se laisser tuer en témoignage de sa foi plutôt qu'abjurer. Alors si on regarde bien, en fait, on voit les sentiments qu'expriment ces insurgés. On peut supposer que ça peut être de la peur, du désespoir, mais également du courage, donc pour ce personnage-là qui tient ses bras en croix. Alors, comment ils sont représentés? En fait, ils sont tous de face, enfin quasiment, et ils sont dans la lumière. En fait, ils sont largement éclairés par une sorte de lampe, une petite lanterne. Pourquoi Goya, en fait, les a pas dans la lumière? Parce que eux, en fait, le représenteraient quelque chose de juste, comme s'ils étaient purs. Au contraire, à droite, on voit les soldats, donc les soldats français qui sont les uns à côté des autres, et eux, ils visent avec leurs fusils, et ils sont représentés de dos. On ne voit pas ici leur visage. Alors, pourquoi ils sont représentés de dos? En fait, par contraste avec les insurgés, eux, en fait, n'expriment aucun sentiment. Et au contraire, ils sont représentés dans l'ombre. Au niveau du décor, on voit un décor plutôt sombre. Là, on voit quelques édifices, comme par exemple à l'arrière, une église, à l'arrière-plan, donc on voit le village. Et pourquoi en fait on a ce décor qui est très très sombre? Ça accentue le côté sinistre, le côté terrible de la scène. Donc, si je fais le bilan, je vois bien une opposition entre ces deux groupes et Goya d'un côté les soldats français qui s'apprêtent à fusiller les insurgés espagnols. Et Goya ici, il joue sur l'opposition des couleurs et sur la différence d'expressivité des personnages, donc pour souligner en fait les oppositions. Ce tableau, en fait, il prend parti. Ce tableau est clairement du côté du peuple espagnol. Goya veut montrer l'image d'un peuple digne, d'un peuple innocent et qui est injustement massacré par les troupes napoléoniennes. En fait, son message, c'est celui d'un peuple qui est uni face
à un ennemi commun, un peuple uni jusque dans le sacrifice. Et donc cet événement-là, donc du 3 mai 1808, a favorisé, a renforcé la naissance de ce qu'on appelle le sentiment national. Ça veut dire quoi? C'est le sentiment en fait d'appartenir à une nation qui est constituée d'individus qui partagent les mêmes caractéristiques comme la langue, la religion, qui possèdent une histoire commune. Et la Révolution et l'Empire, par la dureté de sa présence en Europe, a suscité en fait le rejet de la France et a au contraire favorisé l'affirmation de ce sentiment national. C'est ce que vous allez écrire maintenant dans votre cahier, donc ça c'est le petit texte qu'il faut recopier. Voilà, je répète, vous m'envoyez un message si vous avez des questions. Bon travail!